parlons de la situation en Ukraine ce soir dans le Grand Direct avec notre invitée Sarah Feinberg. Bonsoir Sarah Feinberg. Vous êtes professeure à l'Université de Tel Aviv et vous enseignez également à l'Institut national pour la sécurité stratégique, d'études stratégiques, l'INSS groupe qui s'appelle donc par Amos Yadlin. Vous allez donc nous parler un petit peu en détail de ce pays que vous connaissez bien, donc l'Ukraine. Aujourd'hui, là, les derniers développements nous montrent qu'il y a toujours une opposition dans la rue, un pouvoir qui n'a pas l'air de vouloir lâcher prise. Est-ce qu'à votre avis, c'est une crise qui est partie pour durer longtemps encore ? C'est certainement la crise politique la plus grave qu'ait vécue l'Ukraine depuis son indépendance en 1991. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on ne voit pas de sortie de crise possible, puisque le pouvoir n'a pas appelé à des élections parlementaires et présidentielles anticipées. L'opposition elle-même reste divisée de par ses idéologies et ses intérêts. En revanche, le peuple reste dans la rue et reste déterminé à poursuivre son opposition. C'est-à-dire que l'opposition, aujourd'hui, quand vous dites qu'elle est divisée, on a l'impression que Vitali Klitschko, l'ancien boxeur, a été sorti un petit peu du rang. Bon, c'est vrai qu'il a une stature imposante, mais il ne représente pas toute l'opposition aujourd'hui. C'est pas le leader incontesté ? Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, il y a une fissure de plus en plus grande qui s'est créée entre les mouvements d'opposition qui se trouvent en ce moment dans la rue Place de l'Indépendance à Kiev et dans une quarantaine de villes ukrainiennes, et les partis d'opposition qui sont représentés au Parlement ukrainien, qui ont tardé à proposer un programme politique cohérent et surtout uni, une plateforme unie telle que leur avait demandé la population dans la rue. Maintenant, on a trois partis d'opposition qui chacun souffre d'une crise de légitimité. Vitali Klitschko qui s'impose comme l'opposant le plus fort parce que c'est lui qui a négocié les conflits violents, armés de rue entre la population et les forces de l'ordre ukrainiennes. Qui est le représentant du parti Udar, et le représentant Arseniy Yatsenyuk, qui est le représentant du parti Patrie, dont la dirigeante est actuellement à l'hôpital en prison, la fameuse Yulia Tymoshenko, et le dirigeant d'un parti nationaliste de tendance xénophobe, antisémite également, qui s'appelle Aliaktia Gnebok. Et vous imaginez bien que les trois ont des plateformes très différentes. Mais ils s'entendent aujourd'hui entre eux ? Parce qu'ils sont contre le même pouvoir, le même ennemi, ou est-ce qu'ils sont quand même... Le problème, c'est qu'ils ont été incapables de créer une plateforme politique commune entre Aliaktia Gnebok et les deux autres de manière évidente, parce qu'il y a un clash idéologique très fort entre ce parti nationaliste d'extrême droite et les deux autres partis. Mais entre Yatsenyuk et Klitschko, il y a un conflit de pouvoir très très fort. Alors on parlait de l'antisémitisme tout à l'heure parce que c'est un dossier qu'il faut séparer un petit peu pour l'instant. Mais d'abord un mot sur les origines finalement de tout cela. C'est un rapprochement avec l'Europe. Vous qui connaissez bien ce pays, est-ce que vous avez l'impression que l'Ukraine a, on va dire, une inclination naturelle à se rapprocher de l'Union européenne, ou est-ce que finalement sa géographie et son histoire, c'est d'être proche de la Russie? Est-ce qu'elle a une alliance contre nature ou pas? L'alliance avec l'Europe, si vous voulez, ça a été un élément déclencheur qui a fait déborder, qui a créé une crise qui était latente en réalité depuis 1991 et depuis 2004. Et cette crise, elle est liée à la corruption endémique de la société ukrainienne, une corruption qui s'est mise en place sous la présidence de Leonid Kuchma, donc au tout début des années 90, et qui n'a pas été levée dans l'immédiate après-révolution orange en 2004, avec la grande déception qui a été pour la population ukrainienne la présidence de Viktor Yushchenko. Donc si vous voulez, même si les revendications aujourd'hui sont des revendications pro-libérales, pro-européennes, le cœur de la contestation, c'est le pouvoir en place, sa corruption, le népotisme et aussi la crise économique généralisée de ce pays. Ouais, alors justement, un rapport des Américains, il y a quelques jours, c'était le renseignement américain, la CIA, disait de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, Yanukovych n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il est prêt à tout pour rester au pouvoir. C'est votre avis aussi? C'est ça qui est dangereux finalement? Oui, tout à fait. Il est prêt à tout pour rester au pouvoir. Son objectif, ce sont les élections de mars 2015, les prochaines élections présidentielles de mars 2015.
et de garder au maximum le pouvoir jusqu'à ces élections, ce qui est un calcul politique complètement faux, car quand bien même les élections auraient lieu en mars 2015, il ne pourrait pas être réélu. Il n'a plus de base politique assez forte, même dans ces bastions que sont l'Est et le Sud de l'Ukraine, pour pouvoir garantir une victoire au Parti des régions dans un an. Alors aujourd'hui, on a vu que l'opposition demandait finalement une médiation internationale, finalement une aide de l'Europe aussi pour sortir un petit peu de la crise. La Russie, elle, avait déjà fait un chèque très gros, de 15 milliards. Est-ce qu'à votre avis, la Russie aujourd'hui peut intervenir ou peut-être forcer Yanukovych à mettre l'armée dans la rue pour calmer la contestation ? Alors la position de la Russie est un petit peu curieuse, parce que le 17 décembre, la Russie avait signé un accord, enfin plutôt l'Ukraine a signé un accord économique avec la Russie qui garantissait une aide de 15 milliards de dollars de la Russie, ainsi qu'une baisse du prix du gaz. Et on voit que les Russes ont suspendu cette aide depuis la démission du Premier ministre ukrainien Azarov, en attendant un petit peu de voir comment la crise va évoluer. Parce que pour les Russes, l'image de la Russie, si vous voulez, est entachée à travers cette histoire. Donc ils se sont retirés un petit peu en attendant de voir la suite des événements. Ils ne font pas pression. Par contre, il y a une pression qui peut être exercée en ce moment, qui est la pression qui a été demandée il y a peu par Yulia Tymoshenko, c'est-à-dire celle des sanctions économiques et politiques contre l'Ukraine d'aujourd'hui. Et ça peut arriver à votre avis? Est-ce que justement les Occidentaux, qui ont du mal à s'entendre parfois, on l'a vu avec l'Iran, avec la Syrie, est-ce qu'à votre avis, l'Occident, les États-Unis notamment, qui ont dit qu'ils étaient très préoccupés, pourraient faire pression aujourd'hui suffisamment fort? La pression des Occidentaux serait très significative, surtout si la Russie a retiré ses aides à l'Ukraine. À ce moment-là, le président ukrainien sera face à un ultimatum. Alors aujourd'hui, donc si ce pays-là semble vraiment bloqué, est-ce qu'à votre avis, il y a peut-être une négociation qui peut intervenir et permettre à l'opposition d'entrer au gouvernement? Pour l'instant, ils ne veulent pas prendre le pouvoir tant qu'il n'y a pas d'élection générale. Oui, la condition numéro 1, c'est la démission de Yanukovych. Tel est le but des manifestants, et tant qu'elle n'aura pas lieu, il n'y a pas de négociation possible. Après cela, on peut imaginer un gouvernement de coalition, un gouvernement d'union nationale, où seraient d'ailleurs inclus des membres du Parti des régions qui ont été en opposition à Yanukovych pendant les 2 derniers mois. Alors, puisqu'on parlait justement de la situation de ce pays aujourd'hui, il y a quelques jours, un ancien président ukrainien disait « on est au bord de la guerre civile ». Est-ce que vous avez l'impression que justement ce sont des 2 parties du pays qui vont s'affronter l'une contre l'autre, les Russes et les pro-européens, ou est-ce qu'au contraire, le pays est plutôt uni, dans la rue en tout cas? Moi, je ne crois pas à la thèse de la guerre civile. Je crois que c'est une thèse qui a été avancée pour faire peur aux Ukrainiens. On voit que l'Ukraine n'est pas divisée entre 2 parties, comme on l'a cru longtemps, l'Ukraine de l'Ouest et du Nord contre l'Ukraine de l'Est et du Sud. On voit plutôt 5 groupes émerger de cette crise, des groupes très nationalistes, des groupes moyennement nationalistes, des nostalgiques de l'Empire soviétique, des groupes plutôt multiculturalistes qui rêvent d'une Ukraine civique et intégratrice de ses minorités, et aussi un groupe libéral et très pro-européen. Donc on a plutôt un éclatement des aspirations en Ukraine plutôt qu'une guerre civile, sachant également que le camp de Yanukovych est extrêmement affaibli. Et dans le cas où Yanukovych déclarait l'état d'urgence, je pense qu'il ferait face à une opposition et à une rébellion très très forte dans les régions de l'ouest de l'Ukraine. Et de l'armée aussi, qui refuserait à votre avis d'aller tirer sur le... Il est possible que l'armée refuse. Dans les régions de l'ouest de l'Ukraine, la police a refusé d'arrêter de tirer sur des manifestants. Donc il y a des défections au sein même de l'administration et des services de sécurité ukrainiens. Alors je voudrais qu'on aborde maintenant le thème justement de l'antisémitisme en Ukraine, parce que ça c'est aussi une vieille théorie, vous allez nous dire si elle est avérée ou pas, mais l'Ukraine a été longtemps, on va dire, évidemment une terre qui accueille énormément de juifs. Aujourd'hui il y en a encore, et on a vu des actes antisémites se passer au fur et à mesure que cette révolution-là se déroulait. Est-ce qu'à votre avis il y a un lien déjà entre ces événements dans la rue et le fait qu'il y a eu peut-être plus d'actes antisémites ces derniers temps? Alors,
Ok. Tout d'abord, au niveau des actes antisémites en eux-mêmes, il y a 3 actes antisémites particulièrement importants. Le premier a été une attaque contre un enseignant d'hébreu qui s'appelle Hillel Wertheimer, qui est né en Israël et qui enseigne l'hébreu à Kiev. Donc une attaque physique dans son immeuble qui est arrivée donc après la sortie du Shabbat. Et il y a eu 2 autres interventions orales antisémites sur la place de Maïdan. Donc ça, ce sont les événements qui ont été les plus importants. Évidemment qu'il y a un lien, parce qu'à partir du moment où il y a une décharge de violence, et notamment une décharge de violence nationaliste, il y a tendance à avoir plus d'attaques contre les Juifs. Mais je voudrais faire... Ça veut dire que c'est une tradition en Ukraine ? C'est malheureusement une tradition historique extrêmement forte, et on l'a vu au tout début de l'invasion, de l'occupation allemande sur le territoire ukrainien, l'été 41, où les mouvements nationalistes ukrainiens se sont déchargés à travers des pogroms contre la population juive, notamment encouragés par les nazis. Encouragés par les nazis, mais aussi amplifiés par leur propre décharge. Là, on se trouve dans une configuration différente, et je voudrais citer les chiffres qui ont été rapportés par le président du VAAD, donc qui est le Conseil des organisations juives d'Ukraine, qui s'appelle Yosef Zissels, et qui a comptabilisé le nombre d'attaques antisémites au cours de l'année 2013 et au cours des 2 derniers mois, qui sont au nombre de 27. J'inclus des attaques physiques, des diffamations dans la presse, des destructions de symboles juifs. Et je voudrais comparer ces chiffres aux chiffres qui ont lieu en Europe de l'Est. 600 attaques antisémites en France, 800 en Grande-Bretagne, 1300 en Allemagne. Donc ça veut dire que c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en Ukraine. Et pourtant on dit que l'Ukraine aujourd'hui est antisémite. Absolument. Ouais. Et remarquez que la position du parti nationaliste ukrainien, clairement antisémite, Svoboda, Liberté, ils ont manifesté énormément de retenue sur la place de l'indépendance. Et là, je voudrais souligner une suprême ironie. C'est-à-dire que l'Europe de l'Est, qui a été souvent perçue comme un territoire où la résurgence de l'antisémitisme a été la plus forte après la Shoah. On pense à la Pologne de 68, on pense à l'Union soviétique de l'après-guerre des 6 jours, on pense à la République tchèque. On voit cet antisémitisme violent, viscéral, s'éclipser. Ouais. En Europe de l'Ouest, au moment où la figure du juif a été sacralisée dans les années 60, à travers le plus jamais ça, la rhétorique du plus jamais ça, on voit réapparaître un antisémitisme viscéral tout au long du spectre de l'échiquier politique, à droite comme à gauche, cette nouvelle judéophobie dont a parlé Pierre-André Taguieff, qui est beaucoup plus importante en rhétorique et en nombre et en qualité qu'en Europe de l'Est. Et justement, l'Ukraine aujourd'hui, ça aussi c'est un phénomène qui peut étonner, c'est que ça a été un des pays peut-être où la machine d'extermination nazie a fonctionné de la manière la plus terrible pendant la guerre, puisque la population a été exterminée, la population juive d'Ukraine a été exterminée très rapidement dès 1941. Aujourd'hui, on a retrouvé une communauté juive importante en Ukraine. Oui, aujourd'hui, on a retrouvé une communauté juive importante d'au moins 180 000 personnes, mais on peut la comptabiliser à 300 000, 400 000 personnes en comptant les mariages mixtes. Si vous vous promenez dans les rues d'Odessa, vous verrez qu'il y a au moins 3 écoles juives, 3 restaurants, 3 synagogues. À Kiev, on a une vie juive qui est assez importante. Et elle prend parti aujourd'hui, cette communauté juive, ou pas, dans le conflit en cours, là ? On a vu des juifs, beaucoup de juifs, manifester sur la place de Maïdan, des juifs religieux, des juifs non religieux, et ils sont clairement pro-européens, pro-libéraux, et ils sont emportés par ce mouvement de rébellion populaire. Oui, ils ont pris parti. Donc vous nous dites qu'ils ont leur place aujourd'hui dans cette contestation et qu'ils ne sont pas du tout rejetés par les partis qui... Tout à fait. Il y a eu des manifestations d'antisémitisme, il y a eu des spectacles de rue à forte connotation antisémite au moment de Noël et du jour de l'an. Il y a eu une poétesse ukrainienne qui a lu des poèmes antisémites. Mais ce qui m'a frappée, c'est que c'était extrêmement limité et incomparablement retenu par rapport aux manifestations débordées qu'on a trouvées à Paris au même moment.
Ouais. Alors, on va revenir justement là, parce qu'il nous reste une minute, mais à la situation telle qu'elle peut évoluer. Là, aujourd'hui, on a vu qu'Yanukovych s'était mis en maladie ces derniers jours, le président d'Ukraine. Là, il reprend ses fonctions demain. C'était une maladie diplomatique pour vous? Il est vraiment malade? Les deux. Ouais. Je pense que c'était une maladie soviétique et une maladie réelle. Ouais. C'est-à-dire pour gagner un peu de temps, peut-être, voir un peu venir. Qui est son allié aujourd'hui encore? Poutine ou pas? Poutine est son allié, mais Poutine est un allié qui s'éclipse un petit peu. Qui est très préoccupé par les Jeux Olympiques de Sotchi. Et je voudrais terminer sur un point, c'est que par-delà ce qu'on voit en ce moment en Ukraine, le vrai conflit qui a lieu, c'est un conflit entre Moscou et Washington. Et je pense que ce sont les deux acteurs qui se battent sur l'échiquier ukrainien. Merci beaucoup Sarah Feinberg. Je rappelle donc que vous enseignez à l'Université de Tel Aviv et à l'Institut national d'études stratégiques Amos Yadlin donc de Tel Aviv, l'INSS. Merci pour cet éclairage très complet sur la situation en Ukraine. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct. Bonne soirée.